Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va faire un petit peu un bilan. On va faire un petit peu le bilan de l'année 2022 et voir un petit peu qu'est-ce que nous réserve l'année 2023. Non pas, on va pas essayer de se la jouer à Nostradamus, bien évidemment, mais le but, ça va être de savoir dans quel actif il faut être positionné dans les temps qui courent, quels sont les actifs qu'il faut absolument privilégier, ceux qu'il faut également mettre de côté et qu'il faudra mettre de côté pendant une certaine période de temps, et également voir un petit peu qu'est-ce que les cryptos, qu'est-ce que le Bitcoin pourra nous faire compte tenu du contexte cette année. Donc, bien évidemment, cette analyse peut être périmée, j'ai envie de dire, dans quelques semaines, si jamais il y a encore des choses qui évoluent. Et c'est pour ça qu'une analyse, en fait, ne peut pas... on peut pas juste dire, voilà, on est au 1er janvier et il va se passer telle chose en 2023. En fait, on n'en sait absolument rien. Tout évolue en continu, mais je pense qu'aujourd'hui, on a quand même une vision quand même assez claire, en tout cas plus claire que celle qu'on a pu avoir en 2022. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de faire un petit peu un bilan par rapport à tout ça. Donc, voilà, on va parler un petit peu de tout ça aujourd'hui. Je ne vais pas commencer non plus à me la jouer à Nostradamus en mode est-ce qu'on aura un bull market ou pas sur les crypto-monnaies en 2023. Ça, honnêtement, j'en sais strictement rien. J'ai un avis que je partagerai par rapport à ça, qui ne reste que mon avis. Et je me trompe bien évidemment, comme la plupart des gens, très souvent par rapport à ça. Dès qu'on donne de toute façon un avis, on prend bien sûr le risque de se tromper. Et Dieu sait qu'on se trompe souvent, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose pour le coup. Donc, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas que j'envoie également des lettres d'investissement par email en moyenne toutes les 2 à 3 semaines. Donc si vous voulez recevoir la prochaine qui va être envoyée sous peu, le lien bien évidemment en description pour s'inscrire. Allez, on commence. On va faire cette vidéo en 2 parties. Une première partie où on va parler du contexte macroéconomique. On va reparler un petit peu quand même de ce qui s'est passé depuis maintenant grosso modo un an et demi. Il s'est quand même passé beaucoup de choses, il y a eu des gros changements qui ont eu lieu, on ne s'en rend pas forcément toujours compte, mais il y a eu quand même des très très gros changements au niveau des différentes classes d'actifs, et je pense que c'est important de comprendre tout ça, et de comprendre que ces changements-là vont avoir des impacts pour les années futures. Et ensuite, je parlerai plus précisément de ce qui va sûrement plus vous intéresser, même si à mon sens la partie macro est aussi hyper intéressante. On parlera bien évidemment spécifiquement du marché des crypto-monnaies. Je mettrai un timestamp pour le coup pour ceux qui veulent directement sauter à la partie sur les crypto-monnaies. Alors on commence déjà une chose, l'inflation. Je pense que c'est important de comprendre que moi je n'ai jamais connu d'inflation. Voilà. Clairement, je suis né dans les années 90, j'étais à peu près en âge de comprendre dans les années 2000-2010 et concrètement on n'a jamais réellement vécu d'inflation, en tout cas d'inflation qu'on pouvait ressentir. Ça veut dire qu'il y avait de l'inflation sur certains actifs, mais grosso modo pas sur les actifs courants, la consommation classique, les aliments et les loyers et des choses comme ça. On n'a quand même vraiment pas vécu de phase comme ça, et je pense que là il faudrait au moins avoir 40 voire 50 ans pour avoir vécu des phases inflationnistes, et notamment les phases qu'il y a eu dans les années 70-80. Donc grosso modo, cette inflation, d'où est-ce qu'elle vient? Aujourd'hui c'est clair, on sait exactement comment est-ce que l'inflation est arrivée. Alors certains un petit peu extrémistes vont juste nous dire c'est à cause de la planche à billets, il y a eu trop d'argent injecté, donc maintenant on a de l'inflation. Je pense que ces personnes-là ne sont pas objectives, parce que si elles seraient objectives, je pense qu'en réalité, très souvent, celles qui disent ça, ces personnes-là sont loin d'être bêtes, mais ils ont un discours toujours dans l'extrême. Voilà. Et dire que c'est uniquement l'impression monétaire qui a provoqué l'inflation, c'est une stupidité à mon sens, dans le sens où il y a un facteur principal qui a provoqué l'inflation, c'est le Covid. C'est les mesures sanitaires qui ont été prises par les gouvernements en arrêtant l'économie
qui ont provoqué une inflation quand tout a été réouvert. Quasiment en un claquement de doigts, toute l'économie est repartie d'un seul coup, et donc forcément ça a provoqué des pénuries, des goulets d'étranglement, et c'est ça qui a provoqué le début de l'inflation. Et c'est pas pour rien que l'inflation, ça fait maintenant un petit moment déjà, dès le début des mesures de fin de confinement, on a vu déjà que ça commençait un petit peu à bloquer. C'est concrètement ça qui a provoqué le début de l'inflation. Voilà, ce n'est pas l'impression monétaire à gogo, et ce n'est pas non plus la Russie. Je pense que c'est important aussi quand même de préciser que la guerre n'a strictement rien à voir là-dedans. L'inflation commençait déjà à monter bien avant que Poutine décide d'envahir l'Ukraine. Donc bien sûr, les politiques vont vous dire d'un côté, c'est à cause de Poutine, le méchant Poutine, c'est à cause de lui qu'on a l'inflation, parce que c'est une cible qui est facile, et vu que l'opinion publique en général, ils ne se renseignent pas, ben ils vont croire sur parole ce que vont leur dire les politiques. Et de l'autre côté, il y aura aussi les extrêmes qui vont vous dire que c'est uniquement à cause de l'impression monétaire, alors que en réalité, c'est un tout. Voilà, c'est un tout. Il n'y a pas juste une chose qui a provoqué l'inflation qu'on a pu avoir. Ça a commencé, à mon sens, avec le Covid. Ça s'est amplifié avec la crise ukrainienne. Bien sûr qu'au niveau des matières premières, il y a eu pas mal de tensions, ce qui a amplifié l'inflation, mais une inflation qui était déjà là. Ça, il faut quand même bien le prendre en compte. Et la plupart des analystes aujourd'hui, ils nous disent clairement que même sans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, on aurait au moins eu une inflation de 4 à 5%, juste avec la reprise post-Covid. Donc ça, il faut quand même bien le comprendre. Si on a de l'inflation aujourd'hui, c'est uniquement à cause des mesures qui ont été prises par les gouvernements de confinement. Chose qui, bon, aujourd'hui, avec tout le recul qu'on a, on sait qu'il y avait un petit peu mieux à faire, mais bon, je ne parlerai pas pour le coup de ça. C'est pas du tout le sujet. Donc bien sûr qu'on a eu ensuite une politique ultra accommodante, mais non pas depuis le Covid, depuis maintenant ça fait plus d'une dizaine d'années, même j'ai envie de dire depuis les années 2000, qu'on a une politique quand même qui est ultra accommodante avec des taux qui ne cessent de baisser et des bilans au niveau des banques centrales qui ne cessent d'augmenter. Et bien évidemment, quand il y a eu de l'inflation qui est arrivée, bah là, pour le coup, il y a eu un changement total de politique qui était obligatoire en fait pour les banques centrales, qui ne pouvaient plus, on va dire, supporter des taux, voire des taux à zéro, voire même négatifs en Europe, ce qui était clairement une aberration, mais ce qui pour beaucoup d'économistes apparemment n'était pas un problème. Bon. Apparemment, maintenant, je pense que c'est un gros problème. Voilà. Le fait d'avoir été à taux négatif, ça nous a quand même posé de gros soucis, parce que quand on passe de taux qui sont à moins 0,5, voire proche de 0, à 3, 4, 5, 6, 7, là ça commence à piquer. Là ça commence à piquer sévère. Et on va parler de ça parce que c'est justement l'une des choses, je pense, les plus importantes. Aujourd'hui, on a un taux directeur au niveau de la BCE qui est à 3, qui peut encore très bien monter à 4 à mon avis sans aucun problème. Et au niveau de la Fed, on est aux alentours des 5% aujourd'hui. De nouveau, bon, je sais que beaucoup de personnes parlent de pivot, mais grosso modo pour l'instant, on n'a pas encore terminé les hausses de taux. Et je tiens à rappeler quand même que si on veut que ce soit un minimum efficace, il faut quand même que les taux restent hauts pendant une certaine période de temps. Donc ça veut dire que 2023, on va rester sur des taux qui sont relativement hauts jusqu'à ce que l'inflation retombe vraiment. Parce qu'il faut que il ne faut pas que l'inflation juste retombe à 4 ou 5%, il faut que ça retombe à au moins 2-3. Et là, on n'y est pas encore. Donc, toutes ces hausses de taux, ça a provoqué une bulle obligataire qui a explosé. Parce que je vous rappelle quand même qu'on était dans une bulle gigantesque au niveau du marché obligataire. On avait la BCE qui rachetait les dettes européennes pour maintenir des taux les plus bas possibles pour que les pays européens ne fassent pas défaut et puissent continuer à faire du déficit et à s'endetter. Chose qu'aujourd'hui, elle a un peu plus de mal à faire. Les taux, forcément, elle a dû être obligée de les remonter. Les pays, ils commencent à payer des intérêts qui vont commencer à devenir de plus en plus insoutenables. Donc, à mon avis, ça ne pourra pas tenir comme ça ad vitam aeternam. Donc, on verra ce que fera pour le coup la BCE, mais elle a un petit peu le cul entre deux chaises. C'est-à-dire qu'elle a l'inflation à gérer d'un côté et les taux qu'elle ne peut pas trop augmenter de l'autre, parce que sinon elle va avoir des pays comme l'Italie, l'Espagne ou la France qui feront un défaut de paiement. Donc vous voyez que c'est un petit peu compliqué. Mais même pas forcément que au niveau des États, ça provoque également des gros rééquilibrages au niveau de la valeur des obligations, parce que toutes les anciennes obligations qui ont été émises à des taux extrêmement bas, et très souvent c'est à taux fixe, je rappelle que la plupart des obligations sont émises à taux fixe,
même s'il peut y avoir des obligations à taux variable, ce n'est pas, on va dire, la grande majorité. Grosso modo, une obligation d'il y a quelques années, une obligation d'État française ou de je ne sais quel pays ou allemande sur du court voire du moyen terme, c'était à taux négatif. Donc ces obligations aujourd'hui ne valent plus rien. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir une dette fraîchement émise par l'État allemand qui va rapporter 3. Donc pourquoi est-ce qu'on irait prendre une obligation qui rapporte 0, voire même pire, à taux négatif, alors qu'aujourd'hui, on peut avoir une obligation qui rapporte 3%. Donc la valeur de toutes ces anciennes dettes sur le marché secondaire, elle s'effondre, ce qui est normal. Donc ça ne veut pas dire que ceux qui les ont achetées vont prendre une perte. Ils prendront une perte que s'ils décident de la vendre avant qu'elle arrive à maturité. Parce que bien sûr qu'ils ont acheté une obligation, s'ils la conservent jusqu'à l'échéance, ça peut être quelques années très souvent, voire même parfois beaucoup plus, peu importe, ils vont récupérer bien sûr l'intégralité du principal. Mais s'ils décident de la vendre, s'ils sont forcés de la vendre, pour le coup ils vont devoir la vendre avec une décote et une très très grosse décote, surtout pour les obligations à long et très long terme. Où là on peut avoir des décotes de 30 à 40% sans aucun problème. Et c'est justement ce qui s'est passé avec la crise de liquidité qu'il y a eu au niveau du secteur bancaire, avec la fameuse banque SVB. Il y a eu une crise de liquidité classique. Ça veut dire que voilà, il y a eu un début de bank run. Pourquoi ? Parce que la banque était un peu trop investie sur le marché obligataire. Pour le coup, il y avait pas mal de retraits parce que le marché du private equity subit une crise actuellement. Ça fait justement partie des actifs qu'il faut éviter absolument pour l'instant. Et donc, ils ont été obligés de vendre une partie de leurs dettes qu'ils avaient achetées il y a quelques années avec une décote. Donc, ils ont dû prendre une perte parce qu'ils étaient forcés de vendre ces fameuses obligations qui avaient des rendements bien moins intéressants et dont personne ne veut aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est ça qui a provoqué un petit peu cette crise de liquidité. Je rappelle une chose, c'est que n'importe quelle banque aujourd'hui peut subir ce que la banque SVB a subi s'il y a un bank run. Voilà. En fait, n'importe quelle banque aujourd'hui, si demain il y a 5% des clients qui retirent leurs fonds, a une crise de liquidité. Donc pour le coup, ça ne veut pas dire que l'institution était vraiment mal gérée. C'est juste que le système fonctionne comme ça. N'importe quelle banque aujourd'hui, si trop de personnes retirent, elle n'aura pas la liquidité nécessaire parce que le plus gros de sa liquidité n'est pas à disponibilité immédiate. Il est placé, notamment sur des obligations. Alors même si les lois ont pas mal changé par rapport à ça, et maintenant les banques doivent avoir beaucoup plus de fonds propres, grosso modo, une très très grosse partie reste majoritairement investie et ne sont pas des actifs extrêmement liquides, même si techniquement, les obligations et les bons du trésor sont quand même parmi les actifs les plus liquides. Mais le problème, c'est que quand on a une dette qui rapporte rien, alors qu'aujourd'hui, il suffit de prendre du bon du trésor américain pour avoir une dette qui va rapporter 4 ou 5%, plus personne n'en veut. Donc, il faut accepter de se prendre une très très grosse décote pour récupérer de la liquidité si malheureusement on a acheté de la dette à des taux très mauvais. Donc c'est ça, on va dire, le plus gros du problème aujourd'hui au niveau de la hausse des taux. C'est que tous ceux qui ont acheté, très souvent même parfois forcé, de la dette à des taux très mauvais, aujourd'hui, ils doivent attendre et ces dettes-là, ils ne peuvent pas les toucher. S'ils les touchent, ils prennent des pertes. Voilà. Donc vous voyez que là, le système, il tient comme ça. Et donc oui, ça peut provoquer des crises de liquidité, mais on a vu une fois de plus la Fed qui, en l'espace d'un week-end, est intervenue manu militari et au final a apporté toute la liquidité nécessaire pour les clients pour que les dépôts puissent être garantis. Donc crise de liquidité très rapidement résolue. Sur du court terme, pour moi la crise bancaire, elle n'est même plus là. On a encore une fois de plus prouvé que la Fed avait appris de par ses erreurs et qu'aujourd'hui elle était extrêmement réactive sur ces sujets-là. Ce qui est plutôt une bonne chose parce qu'honnêtement personne n'aurait souhaité une réelle crise bancaire pour le coup. Donc voilà un petit peu par rapport à tout ça. Donc, la consommation a tenu pendant un certain temps parce que les gens avaient un stock d'épargne de folie grâce au Covid, mais à mon avis, c'est en train un petit peu de changer. Donc, avec l'inflation en plus qui vient grignoter le capital, voilà, on va clairement rentrer dans une phase en 2023 où la consommation devrait quand même tranquillement ralentir, même si elle a été boostée comme pas possible par le crédit.
même pour le coup comme ça, les taux d'intérêt sont tellement élevés que honnêtement, ce n'est plus tenable et à mon avis, ça va juste commencer tranquillement à ralentir. Donc les grands gagnants pour l'instant cette crise, en tout cas, qu'on pourrait parler de crise post-Covid, qui a amené de l'inflation et ensuite par rapport à la guerre en Ukraine, on a clairement les États-Unis d'un côté, qui sont indépendants énergétiquement, qui fournissent leurs armes tranquillement aux Ukrainiens et qui vont vendre tranquillement leur pétrole et leur gaz à l'Europe à des prix bien plus élevés qu'ils ne l'achetaient auparavant à la Russie. Donc vraiment là, pour les Américains, c'est vraiment parfait. Ils ont tout gagné, vraiment sur toute la ligne. On a également la Chine qui en sort grande gagnante, pardon, qui achète, elle, sans aucun scrupule, le pétrole à prix réduit directement à la Russie, avec qui elle est en train justement de nouer des partenariats commerciaux, avec bien évidemment une position de force de la Chine par rapport à la Russie qui, pour le coup, elle maintenant, vu qu'elle a été privée d'une grosse partie de ses clients, elle se rabat un petit peu sur qui est-ce qu'elle peut. Donc sur l'Inde et la Chine qui, eux, vont acheter tranquillement le pétrole sans aucun scrupule et le gaz qu'ils ont à leur vendre. Nouer des partenariats et on commence même à avoir une sorte de dédollarisation de beaucoup de grands pays qui commencent clairement à mettre de côté les Américains, ce qui nous prouve une fois de plus qu'on va avoir deux blocs. On aura le bloc États-Unis avec son vassal les Européens et on va avoir ensuite clairement la Chine, également d'autres grandes puissances comme l'Inde et bien évidemment les pays d'Amérique du Sud, en l'occurrence le Brésil par exemple, qui vont clairement créer un autre bloc. Voilà. Donc qu'est-ce que ça va nous donner ? On verra. Est-ce que les Américains vont se laisser faire ? En général, ils aiment bien faire la guerre dès que ça leur déplaît. Donc on verra un petit peu si ça partira vraiment en Troisième Guerre mondiale ou pas. Mais voilà, en tout cas, je ne suis pas là pour spéculer par rapport à ça. Franchement, on verra. Et une fois de plus, pour survivre à tout ça, il faut être diversifié. Voilà. Il n'y a pas de... Il n'y a vraiment pas de miracle. Il n'y a pas de secret. On ne sait pas comment est-ce que les choses vont concrètement évoluer. Donc, on se diversifie. Donc maintenant, on va juste parler un petit peu des taux, parce que je pense que c'est hyper important. Il faut que tout le monde comprenne bien que quand les taux montent, ça a un impact sur l'ensemble des différents actifs. Quand on vivait dans un monde où les taux étaient à zéro, un monde qui était une claire aberration, mais bon, apparemment, ça ne gênait pas grand monde et ça ne gênait pas la plupart des économistes pro-européens qui soutenaient même limite cette politique-là. Le problème, c'est que on a du risque, par exemple sur le marché actions, sur l'immobilier, sur le private equity, qui était plutôt bien rémunérateur. Parce qu'on avait des obligations qui rapportaient rien, limite parfois qui nous faisaient perdre de l'argent à taux négatif, et on avait de l'immobilier qui nous rapportait 5, par exemple. Donc l'écart était plutôt assez important, entre 0 et 5%. On avait le marché actions, qui pour le coup, lui, a énormément profité de ces taux négatifs. Pourquoi ? Parce que pour générer du rendement, en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont retrouvées obligées d'investir dans le marché actions, parce que sur le marché obligataire, il ne générait absolument plus aucun rendement, ce qui ensuite a bien sûr fait gonfler pas mal le prix des actifs. Le private equity a également connu son heure de gloire, honnêtement, et n'importe quelle start-up pouvait tout de suite lever des dizaines, voire des centaines de millions et être valorisée à plusieurs milliards alors qu'elle n'avait absolument aucun business model, ne générait pas le moindre bénéfice. Mais c'est pas grave, il y avait tellement d'argent à investir parce que personne voulait investir dans les obligations que pour le coup, voilà, on s'est mis à investir sur beaucoup d'actifs parfois très risqués. Et le souci, c'est qu'aujourd'hui, ça a changé. Parce qu'on est passé de taux à 0 à des taux qui sont à 5%. Aujourd'hui, on peut générer 5% de rendement sans prendre de risque. Pour ça, il faut acheter de la dette, notamment de la dette américaine. On prend des bills, donc des dettes vraiment à très court terme, à échéance de quelques mois, voire maximum une année. Et ça va générer quasiment 5% de rendement annuel. Donc vous comprenez bien que quand auparavant on avait de l'immobilier qui nous rapportait 5% et une obligation qui rapportait 0, c'était intéressant. Mais quand il y a une obligation qui maintenant rapporte 5, l'immobilier, il est plus intéressant. Donc là, il y a forcément un rééquilibrage. Donc ça veut dire que beaucoup de personnes qui avaient investi dans l'immobilier, à 5 ou 6%, ils vont vendre pour acheter un produit qui est moins risqué, qui en plus est plus liquide et qui va rapporter autant.
ce qui paraît complètement logique. Et donc, forcément, ça provoque des rééquilibrages. Le rendement de l'immobilier, lui, pour redevenir intéressant, doit augmenter. Et pour qu'il augmente, il y a deux solutions. C'est soit les prix baissent, soit les loyers montent. Devinez qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que vous pensez vraiment aujourd'hui que les loyers sont dans une capacité de pouvoir réellement monter pour compenser la perte de rendement de l'immobilier? Je ne pense pas. Donc ça veut dire quoi? Que les prix vont baisser. C'est obligatoire. Plus les taux vont rester hauts, plus les prix vont baisser pour qu'ensuite le rendement puisse augmenter. Il n'y a pas d'autre solution. Parce que honnêtement, c'est complètement débile d'acheter de l'immobilier pour générer 5 à 6% de rendement quand il suffit d'acheter du bon du trésor américain qui n'a aucun risque, qui ne présente aucun risque, qui est plus liquide et qui génère autant de rendement par rapport à de l'immobilier où il y a du risque. C'est un actif qui est illiquide et qui, en plus, est soumis à tout un tas de lois et de réglementations qui ne cessent d'évoluer et qui ne cessent de ne pas aller dans le sens des investisseurs. Donc honnêtement, pour moi en tout cas, il faudrait au moins que l'immobilier rapporte à minima 10% pour que ce soit intéressant aujourd'hui. Voilà, par rapport en tout cas à ce que peuvent générer les obligations. Je ne parle même pas des obligations d'entreprise qui sont plus élevées que les obligations des États et qui parfois ne représentent pas un risque très important. Si on prend de la dette qui a été émise par des grands groupes, honnêtement, le risque, il est quand même pas élevé. Si on prend du Apple, on prend du Google, on prend vraiment des grands groupes solides financièrement, honnêtement, le risque n'est pas élevé. Bien sûr, le risque par contre est très élevé sur tout ce qui touche aux obligations qu'on appelle les junk bonds, donc les high yield, qui sont beaucoup plus risqués. Parce que bien sûr, quand les taux montent, le risque aussi, c'est qu'il y a un défaut de paiement. Parce que forcément, pour s'endetter, ça coûte beaucoup plus cher. Donc toutes les boîtes ou les pays qui, eux, ne sont pas en grande santé financière, eux, par contre, il y a un risque de défaut qui va augmenter à chaque fois que les taux vont rester hauts et vont continuer à augmenter. Donc vous voyez que dans le marché obligataire, tout n'est pas bon à prendre. Quoi qu'il en soit, pour moi, le marché obligataire, c'est l'actif dans lequel je me suis positionné dès l'année dernière, pour le coup. À partir de la fin de l'année dernière, j'ai commencé quand les taux étaient vraiment très très hauts, pour le coup au niveau du marché américain, où on était quasiment à 5% sur les taux, sur les taux courts. Moi, j'ai commencé à diversifier une bonne partie de mon cash sur le marché obligataire pour miser sur deux choses. D'une part, sur le rebond de la valeur des obligations, parce que pour moi, les taux vont être amenés à baisser à un moment ou à un autre, et j'estime qu'à 5%, sur les taux courts, on n'est pas loin du top. Donc je ne dis pas qu'on est sur le top, parce que de nouveau, je ne suis pas devin, mais en tout cas pour moi, en tout cas en fin d'année dernière, on n'était vraiment pas loin. Pour l'instant, c'est plutôt confirmé, parce que les taux, ils ont commencé déjà à rebaisser sur les obligations à court et à moyen terme. Je ne parle pas du taux directeur, bien évidemment. Mais pour moi, en tout cas, le marché obligataire de qualité, que ce soit les bons du trésor, donc les dettes américaines, ou même les dettes d'obligations d'entreprises de très bonne qualité, pour moi, c'est clairement un excellent actif qui va générer du rendement sans prise de risque honnêtement très élevée. Donc vraiment, le grand gagnant pour moi, c'est le marché obligataire. Et ensuite, donc, il y a eu un rééquilibrage massif. Donc, rééquilibrage qui prend plus de temps sur l'immobilier, c'est normal parce que dans la tête des gens, ils mettent du temps à réagir, ils mettent du temps à comprendre que les prix sont en train de baisser. Et donc c'est pour ça que l'immobilier met toujours plus de temps à réagir. Ce qui a réagi immédiatement par contre, sont les actifs qui sont liquides, comme le marché action, comme pour le coup également le marché du private equity qui a subi de grosses crises de liquidité justement, et d'où après le problème avec la banque SVB. Les crypto-monnaies ont également subi pour le coup ces rééquilibrages-là parce que beaucoup de personnes avaient pris beaucoup de risques sur beaucoup d'actifs et quand ils se sont rendus compte que maintenant ils pouvaient placer une partie de leur liquidité en obligataire et générer 4, 5, 6%, ben voilà, beaucoup l'ont fait et donc ça provoque des ventes massives et c'est pour ça, en tout cas en partie, que le marché crypto s'est fait massacrer durant toute l'année 2022. C'est pas que à cause de ça, d'accord? Il y a d'autres facteurs, j'en parlerai après, mais en tout cas, c'est l'une des raisons. C'est pareil pour le marché action et notamment toutes les valeurs qui ont beaucoup trop monté durant l'ère Covid. En l'occurrence, on va retrouver les fameuses actions, les stars du Covid, hein, donc les actions comme Zoom, en l'occurrence, ou d'autres, hein, honnêtement, il y en a eu plein, pour le coup, qui ont explosé parce que c'était voilà,
le nouveau paradigme. Voilà, le nouveau paradigme, tout le monde va rester confiné, donc les valeurs de la tech vont exploser comme Netflix, comme Zoom et comme pas mal d'autres. Et au final, bah non. Comme souvent, c'est juste des comportements qui sont complètement irrationnels, qui n'ont aucune logique au final. Et ces valeurs-là ont été massacrées. Et notamment les valeurs de la tech qui ont subi de très très belles décotes. Et aujourd'hui, c'est assez intéressant quand même de voir que des très très belles entreprises comme Google, Meta par exemple, ont eu des valorisations vraiment excellentes. Même moi par exemple, j'ai acheté du Meta dans la zone des 100 dollars. Je ne comprenais pas, pour être honnête, je ne comprenais pas comment on pouvait vendre du Meta à ce prix-là. Voilà. Et donc ça, c'est clairement des trucs que j'ai partagés dans mon groupe privé, par exemple. Voilà. Des actions que j'ai achetées vraiment pour du très long terme. Pour le coup, pour moi, il n'y a aucun intérêt de vendre des grands groupes comme ça, comme Google également, ou d'autres, pour le coup. Donc voilà en tout cas un petit peu par rapport à tout ça. Donc dans les actifs également à privilégier, on va retrouver les métaux précieux qui tirent clairement leur épingle du jeu. Donc moi, les métaux précieux clairement font partie intégrante de ma stratégie et de mon patrimoine. Donc j'ai pas eu à faire grand-chose. Je suis déjà plutôt bien exposé pour le coup à ce marché. Et j'estime qu'on est dans une phase haussière, notamment sur l'or. Moi, je suis principalement exposé sur l'or. On est dans une phase haussière depuis le Covid. Voilà. Donc j'ai aucun intérêt pour le coup de vendre quoi que ce soit. Moi, depuis 2019-2020, j'ai une très très bonne pondération sur le gold notamment, qui est diversifié sur différents supports, que ce soit ETF, or physique ou autre. Aucune raison de le vendre pour l'instant. Honnêtement, je pense même qu'on est que sur le début d'un gros mouvement haussier sur ce type d'actif. Donc voilà. J'espère que c'est clair en tout cas par rapport à tout ça. Donc, où est-ce qu'on va aller maintenant par rapport au marché des crypto-monnaies? Alors, en toute transparence, il s'est passé un événement en début d'année qui m'a clairement surpris. Je n'aurais jamais parié sur le fait qu'une crise bancaire puisse provoquer un mouvement de hausse sur le Bitcoin. En toute transparence, pour moi, le Bitcoin, c'est un actif qui est ultra spéculatif, qui est très volatile, qui est aujourd'hui extrêmement corrélé au marché américain et notamment au dollar. Pour moi, il n'y avait pas forcément de raison pour qu'il y ait une décorrélation un jour. Voilà. Pour moi, cette corrélation va rester plutôt élevée. Alors, je sais que certaines personnes croient que le Bitcoin un jour va devenir une monnaie d'échange. Je pense que c'est complètement utopique de croire ça. Les États ne vont jamais perdre la main sur leur devise. Je pense que c'est complètement fou en fait de croire que les Américains vont lâcher le dollar pour du Bitcoin, que les Européens vont lâcher l'euro pour du Bitcoin, que les Chinois pour le coup feront pareil, que les Indiens font pareil, que les Japonais feront pareil. Peu importe, aucun grand État ne va lâcher sa devise. Au contraire, ils vont défendre leur devise. Donc, croire que le Bitcoin, pour le coup, va devenir une devise, moi, je n'y ai, pour être honnête, quasiment jamais cru. Par contre, ça peut effectivement devenir un actif refuge s'il y a suffisamment d'acteurs investis dans cet actif-là qui le considèrent comme tel. Le souci qui se passe, c'est que le Bitcoin, aujourd'hui, malheureusement, son prix est principalement fait par ceux qui spéculent dessus. Et donc, ça reste un actif qui est plutôt très spéculatif, sur lequel on peut avoir quand même des gros mouvements. Donc, clairement, moi, je n'aurais absolument pas parié sur un Bitcoin qui pousse autant sur une crise bancaire. Voilà. Donc là, clairement, il m'a surpris. Et c'est une donnée que maintenant, je vais prendre en compte pour le coup, pour la suite. Et c'est pour ça qu'il faut tout le temps se remettre en question, qu'il faut tout le temps évoluer et qu'on peut tout le temps se tromper. Voilà. Et là, pour le coup, clairement, moi, sur ce coup-là, ça ne fait aucun doute sur le fait que, honnêtement, je n'aurais jamais parié sur ça. Donc maintenant, si je vous mets le graphe du Bitcoin, on ne va pas forcément revenir sur 2022. Bon, il s'est passé une grosse année baissière de bear market. Voilà. Donc pour le coup, j'ai déjà fait plein d'analyses par rapport à ça, donc je ne reviendrai pas pour le coup sur ça. On a eu quand même beaucoup de faillites, beaucoup d'effondrements d'écosystèmes, jusqu'à l'effondrement de FTX qui a provoqué une dernière jambe baissière dans la zone des 16 000, 15 000 dollars. Rappelez-vous qu'à cette époque, la plupart des personnes sur les réseaux étaient tous en train de hurler comme quoi le Bitcoin allait chercher les 12 000, 10 000 dollars, voire même
encore un peu plus bas pour certains. Voilà. Donc, n'oubliez pas ça. Pour le coup, moi j'ai toujours été un petit peu tempéré par rapport à ça. Je n'ai jamais exclu ce scénario, mais je ne l'ai jamais privilégié non plus. Parce que pour moi, ça me paraissait excessif de croire que le Bitcoin pouvait encore faire que tomber comme ça, alors que même un événement comme FTX ne l'a fait tomber au final que de 20 à 15-16 000 $, ce qui n'est pas énorme pour le coup, vu l'événement qui s'est quand même produit. Donc j'ai toujours été prudent et c'est pour ça pour le coup que dans mes lettres et dans pour le coup ma stratégie d'investissement Activold qui est disponible au sein de mon groupe privé, on a quand même pris des positions à hauteur de la moitié du portefeuille dans la zone des 16 000 $. Non pas que je savais que c'était un point bas, loin de là, mais en tout cas on était quand même sur des niveaux qui étaient plus qu'intéressants. Voilà. Donc on a clairement, pour moi en tout cas pour l'instant, tapé un point bas. Voilà. Donc le point bas du cycle, pour l'instant, et jusqu'à preuve du contraire, a été atteint. Donc, pour moi, on ne va pas revenir chercher dans la zone des 15 à 16 000 $, bien évidemment, sauf signe noir. Il est clair que si demain, on a un Binance qui commence à avoir des gros problèmes de liquidité, qui a un énorme FUD et que tout le monde retire ses fonds, tout peut se casser la gueule, on ne se le cache pas. C'est un marché qui repose sur au final pas grand-chose. Ne l'oubliez pas que la confiance des personnes qui achètent ces actifs, il n'y aura pas la Banque centrale américaine qui va venir sauver les investisseurs dans les crypto-monnaies. Comme ça a pu être le cas au niveau des banques, ça n'arrivera pas au niveau des cryptos. Quand vous avez des boîtes comme Celsius ou comme FTX qui sautent, pour le coup, la Fed ne va pas venir pour garantir les dépôts des clients. Ils en ont rien à foutre. D'accord ? Donc ça veut dire que si ce marché s'effondre, il n'y aura personne pour le sauver. Et ça, je pense que c'est quand même important également de bien le comprendre pour savoir un petit peu où est-ce qu'on met les pieds. Donc pour moi, en tout cas pour l'instant, on est dans cette phase classique de déni. Ça veut dire qu'on a eu une forte hausse et qui m'a même moi surprise. Franchement, ça m'a clairement surpris. J'aurais jamais imaginé un Bitcoin qui pousse autant, et notamment la deuxième impulsion après la correction sur les 20 000 $ où c'est remonté quasiment en flèche dans la zone des 28-29. Là, clairement, ce mouvement m'a clairement surpris. Donc prudence, parce que ce mouvement, pour moi, il n'est pas très très sain. Mais le Bitcoin nous a déjà habitués à ce genre de mouvement où tout le monde pense que ça va baisser et ça ne baisse pas. Ça ne baisse pas. Sur les niveaux très importants de résistance, au final, ça consolide et ça casse à la hausse sans vraiment donner de possibilités pour se repositionner. Donc pour moi aujourd'hui, d'un point de vue technique, ça c'est vraiment ce que je partage dans mes différentes lettres d'investissement, c'est que ce scénario, il ne faut absolument pas le mettre de côté. Le scénario très bullish, où au final on casse la zone des 29-30 000 $ sans retracement important, et que pour le coup, on puisse monter ensuite dans la zone des 36, voire même des 40 ou des 46 000 $ sans aucun problème, dans une grosse phase de déni où il y a énormément de personnes qui vont être vendeurs sur les zones de résistance, ce qui est normal. Pour le coup, là, je ne leur jette pas la pierre, au contraire. Sur des zones de résistance, effectivement, on est censé shorter. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais dans une phase fortement haussière, on sait comment ça peut se passer. Maintenant, prudence, ça ne reste qu'un scénario. Un scénario un petit peu à la 2019, même si déjà, il est quand même un petit peu différent. Il est un peu moins poussif que 2019 pour le coup. Mais attention quand même, on est sur des très très gros niveaux. On est sur le gros niveau des 30 000 $. Le Bitcoin est quand même monté en ligne droite de 20 à quasiment 30 000 $. Et ça commence à fatiguer, notamment au niveau des indicateurs. On commence à avoir des divergences. Ce qui n'est absolument pas le signe que le prix doit baisser. Loin de là. Ça veut juste dire que au niveau du momentum, ça commence un petit peu à fatiguer. D'où le fait que là, on a une consolidation qui est plutôt intéressante, juste sous la résistance. Et on peut très bien repartir ensuite à la hausse sans corriger pour autant, et on aura une correction que beaucoup plus tard. Bien sûr, je vous rassure, il y aura une correction. Ça, il n'y a pas de doute par rapport à ça. Maintenant, est-ce qu'on part en vrai bull market ? Pour moi, non. Voilà. Pour moi, ce ne sont pas des caractéristiques de bull market. Pour moi, le marché n'est absolument pas dans une configuration de bull market. Pourquoi ? Parce que la plupart des potentiels investisseurs, ils n'ont pas de thunes. Voilà. Ils n'ont pas d'argent. Pour le coup, c'est encore beaucoup trop tôt. N'oubliez pas
qu'il y a énormément de personnes qui se sont fait massacrer en 2022 et encore récemment. Quand il y a eu le DPEX sur l'USDC et qu'il y avait des personnes qui vendaient à moins 10%, j'ai justement fait une vidéo par rapport à ça, dites-vous franchement qu'il y a beaucoup de personnes qui ont capitulé, qui ont accepté de se prendre encore moins 10% sur du stablecoin, dans la panique, encore une fois de plus. Donc honnêtement, pour l'instant, il y a très très peu d'argent. On le voit également même au niveau des vidéos YouTube. Il suffit juste de regarder en fait le nombre de vidéos de vues sur les vidéos YouTube, ça ne monte pas. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de nouvel intérêt. Il n'y a pas de nouveaux acteurs qui rentrent aujourd'hui pour investir dans ce marché. Donc on a un premier rebond qui marque la fin du cycle baissier et qui marque un point bas. Ça c'est clair. Maintenant, dire qu'on repart en bull market, pour moi c'est beaucoup trop prématuré. Et honnêtement, je ne pense pas qu'on reparte en bull market. Je ne pense pas qu'on refasse de nouvelles ATH et qu'on reparte sur des nouveaux plus hauts cette année. Voilà. J'ai des gros doutes par rapport à ça. Pour moi, ce sera peut-être plus en 2024, voire 2025. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'opportunités. Loin de là. Il y aura des opportunités pour ceux qui font du trading, pour ceux qui font du swing ou de la gestion active. Maintenant, pour ceux qui font du buy and hold, pour le coup, ça va être un peu plus compliqué pour le coup. Parce que honnêtement, oui, il y a une phase de rebond haussier qui est assez importante pour l'instant. Mais ne croyez pas qu'on va juste repartir et que ça va faire que monter. Voilà. En tout cas, je n'y crois pas à ce scénario, mais une fois de plus, s'il se produit, je ne demande qu'à avoir tort. Voilà, je ne demande qu'à avoir tort par rapport à ça, parce que de toute façon, moi, je serai positionné vu que je fais de la gestion active. Voilà. Mais honnêtement, je n'y crois absolument pas. Donc les indicateurs on-chain et les indicateurs techniques, honnêtement, nous donnent clairement les signaux d'un point bas. Par rapport à ça, il n'y a vraiment pas de doute. Donc si vous avez acheté dans la zone des 16 000 $, honnêtement, tenez votre position. Moi, je n'ai que ça à vous dire. Franchement, tenez votre position. Il y aura des retracements. Attention, prudence. Il y aura des gros retracements. Mais je pense que honnêtement, c'est un niveau qui est vraiment intéressant. Maintenant, de nouveau, ne misez pas tout là-dessus, s'il vous plaît, parce qu'on n'est jamais sûr de rien. Et encore moins dans le marché des crypto-monnaies. Donc voilà un petit peu en tout cas par rapport à tout ça. On a clairement vécu une phase où la dominance du Bitcoin également a fortement augmenté. De nouveau, ça m'a clairement surpris. Moi, j'ai une stratégie qui est beaucoup plus basée sur les alts, même si j'ai quand même une pondération en Bitcoin. Donc là, j'ai clairement sous-performé par rapport au BTC. À mon sens, ce n'est que temporaire parce qu'il y a eu un petit narratif au niveau des faillites bancaires. Mais comme j'ai pu le dire en début de vidéo, pour moi, il n'y aura pas de crise bancaire. Voilà. Franchement, quand on voit la réactivité qu'il y a eu au niveau de la Fed, ils ont éteint l'incendie vraiment sur le départ, vraiment sur le tout départ du feu. Donc honnêtement, ils ont une fois de plus prouvé que maintenant, ils n'hésitaient pas à intervenir et ils ont fait plutôt correctement les choses parce qu'ils ont sauvé uniquement les dépôts des clients et ils n'ont absolument pas sauvé les créanciers qui eux ont été rincés. Voilà. Donc c'est plutôt une bonne chose pour le coup. Alors certains, j'ai vu effectivement dire c'est bon, la planche à billets, ça repart à la hausse alors qu'effectivement le bilan de la Fed baissait tranquillement au fur et à mesure que les obligations arrivaient à échéance et n'étaient pas reconduites pour le coup. Je pense que c'est une erreur parce qu'on est uniquement sur une impression monétaire qui a été utilisée pour sauver les dépôts des clients. Voilà. Donc on n'est pas non plus sur la planche à billets qui était mise en place auparavant, qui visait à racheter toutes les dettes sur le marché, sur les marchés, pour le coup, pour maintenir artificiellement les taux le plus bas possible. On n'est quand même pas du tout sur ce type de comportement-là, donc prudence quand même. Pour moi, la planche à billets, elle n'est pas encore repartie. Maintenant, on verra ce qu'ils font. Bien évidemment, on verra ce qu'ils font. Si l'inflation retombe dans la zone des 2, est-ce qu'ils vont réellement repartir sur l'ancienne politique monétaire ou pas ? Honnêtement, je ne suis pas devin et je ne parierai pas non plus sur ça pour le coup. Donc quoi qu'il en soit, on est sur une belle configuration par rapport au Bitcoin qui a très bien résisté pour le coup à la crise bancaire malgré le petit dépeg qu'il y a eu sur l'USDC. On est toujours dans un environnement où les États-Unis attaquent fortement tout ce qui touche aux crypto-monnaies, ce qui provoque beaucoup d'incertitudes d'un point de vue réglementaire, c'est vrai. Maintenant, pour le coup, ce n'est pas pour autant que c'est un mauvais signe. Ne l'oubliez jamais, ce n'est pas quand tout va bien que le prix va monter. Voilà. C'est quand tout va mal en fait, que les prix tapent sur des plus bas.
et commence à rebondir. Parce que ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes se persuadent que non, ça ne peut pas monter parce que tout est mauvais, parce que la macro, parce que la régulation, parce que Binance, parce que tout ce que vous voulez. Mais de nouveau, ce n'est pas l'environnement actuel qui fait les prix à l'instant T. Voilà. Donc aujourd'hui, on peut très bien avoir une grosse phase de rebond dans un environnement où les cryptos sont attaqués de toutes parts. Voilà. Donc ça, ne l'oubliez jamais. Et de nouveau, je n'insisterai jamais là-dessus, ce n'est pas quand tout ira bien que les prix vont monter. Au contraire, on sera peut-être sur des phases de dernière hausse pour le coup, sur des fins de cycle avant de pouvoir repartir encore sur des vagues de correction, voire des phases de bear market. Ne l'oubliez pas, c'est comme ça que ça fonctionne au niveau des différents actifs. Donc voilà en tout cas un petit peu par rapport à ça. 2023 pour moi, ça doit être l'année où les cryptos doivent gagner en crédibilité. Donc ce qui se passe par rapport aux régulateurs américains, c'est pas forcément mauvais, dans le sens où ça va vraiment forcer les plateformes d'échange à être de plus en plus compliant avec les différentes lois, que ce soit les lois européennes, les lois américaines ou également les lois des autres pays. Ça va également forcer un cadre réglementaire. Pour l'instant, on ne parle toujours pas d'interdiction pure et simple. Voilà. Ce n'est pas comme l'Italie qui, j'ai vu, avait banni de manière temporaire c'était OpenAI, pardon. Donc ChatGPT. On n'est pas sur une interdiction. On est toujours sur un encadrement, sur une régulation. Alors parfois, les lois sont stupides, je vous l'accorde, mais en même temps, ça serait, si les politiques maîtrisaient leur sujet parfois, et notamment quand il s'agit de nouvelles technologies, en général, ils sont complètement à la ramasse, ils ne comprennent rien sur rien. Bah, il suffit de voir l'Italie qui bannit pure et simplement ChatGPT. Ça prouve quoi une fois de plus? Ça prouve que dès qu'en fait on ne comprend pas une technologie, on est hostile à cette technologie-là. Donc tout de suite, on se met en défense et voilà. Et parfois on prend des décisions qui ne servent à rien, comme vouloir interdire ChatGPT, comme si on pouvait interdire l'accès à un site. Enfin, c'est complètement débile. Mais bon, bref, peu importe. Donc pour l'instant, on n'est pas dans une interdiction. On est sur une régulation, certes, qui peut être un petit peu dure, mais pour moi en tout cas, ça va dans le bon sens pour le coup. Ça va vraiment forcer et mettre sous pression les plateformes à être également beaucoup plus clean. Parce que vous êtes quand même bien naïf si jamais vous croyez que les plateformes d'échange sont blancs comme neige. À mon avis, elles sont très très loin de l'être. Même des plateformes comme Kraken, qui aujourd'hui à mon sens font partie des meilleures plateformes en termes de régulation. Et c'est une plateforme que moi j'utilise au sein de ma stratégie de gestion active pour le coup. Kraken, à l'époque, je parle de là en 2014-2015, était loin d'être blanc comme neige. Et ils avaient des pratiques qui étaient complètement illégales. Voilà. Mais au final, ils ont été forcés, au fur et à mesure, d'être de plus en plus en règle avec les lois. Et pour moi, ça ne fait que forcer, même des grosses entreprises comme Binance, qui ont pu innover dans un cadre non réglementé et qui aujourd'hui doivent peut-être repartir un petit peu en arrière pour se mettre en conformité. Mais pour moi, c'est plutôt une bonne chose tout ça. Parce que ça doit passer par là, pour le coup, et ça reste toujours mieux qu'une simple interdiction. Donc 2023, c'est aussi une année où je pense qu'il ne faut pas encore qu'il y ait de faillite et d'effondrement et encore des personnes qui vont perdre beaucoup d'argent. Je pense que les fonds qui ont été perdus sur Celsius et sur FTX vont être récupérés en grande partie. Là, on le voit déjà avec FTX. On estime aujourd'hui qu'il y a au moins 80% des fonds qui pourront être redonnés aux clients. Alors, bien sûr, ce n'est pas demain la veille. Ça va être des procédures qui prennent un petit peu de temps pour le coup. Même si, pour le coup, la partie FTX Europe, je crois, commence déjà à rendre l'argent aux clients. Mais ça ne concerne que les clients qui sont inscrits en 2022. Donc, ce n'est pas beaucoup de monde pour être honnête. Mais en tout cas, ça va encore prendre un peu de temps, je pense. Mais voilà, l'argent, je pense, va être restitué en grande partie. Je pense que c'est pareil pour Celsius. Et donc, il faut vraiment qu'on apprenne de toutes les conneries qui ont été faites par tous ces rigolos qui ont géré des milliards comme des pieds, pour le coup, et qu'on essaye d'avoir vraiment un écosystème beaucoup plus solide, beaucoup plus robuste, beaucoup plus également résistant par rapport à la régulation et qui peut également se défendre par rapport aux régulateurs pour qu'on puisse ensuite on puisse continuer
d'évoluer, de gagner en crédibilité et d'avoir un marché qui continue à évoluer. Voilà. Donc il y a encore, je pense, beaucoup de choses à faire, mais les choses pour moi évoluent quand même plutôt favorablement. Et de nouveau, avec tout ce qui s'est passé, le Bitcoin est toujours là. Et le Bitcoin cote aujourd'hui à quasiment 28 000 $. Donc pour être honnête, je pense que si ce marché aurait dû tomber à zéro, je pense qu'il y a eu suffisamment d'événements qui ont prouvé qu'il ne tombera pas à zéro. Voilà. Et qu'aujourd'hui, il y a effectivement beaucoup d'acteurs qui soutiennent les crypto-monnaies, en l'occurrence le Bitcoin, mais également l'Ether par exemple, qui a très très bien résisté. Donc pour moi, on va dans le bon sens. Voilà. Mais en tout cas, il y a encore quand même beaucoup de chemin à parcourir pour le coup et beaucoup de choses à faire. Et tout ce qui s'est passé ne me fait que me conforter dans l'idée qu'il faut continuer à être diversifié, ultra diversifié au niveau des plateformes, au niveau des stablecoins, au niveau même des stratégies. Ne pas juste croire qu'il n'y a que du buy and hold. Pour le coup, il y a plein d'autres trucs qu'on peut faire pour ne pas supporter, en tout cas avoir à supporter la volatilité. Et voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo pour le coup vous a plu. Donc 2023, vous avez un petit peu mon avis maintenant par rapport à tout ça. Donc je sais que je vous ai dit quand même pas mal de choses. J'espère que c'est pas trop confus, notamment toute la partie macro et au niveau des taux. Je pense que c'est hyper important quand même de comprendre tout ce qui est en train de se passer par rapport à ça. J'espère qu'également au niveau de là où est-ce qu'il faut commencer à investir, c'est maintenant beaucoup plus clair. Là où est-ce qu'il faut attendre, c'est également beaucoup plus clair. Moi, par exemple, pour l'immobilier, je ne fais rien avant 2024. Pour moi, il n'y a aucun intérêt d'acheter dans un marché qui commence à peine à baisser aujourd'hui et qui va continuer à baisser tant que les taux vont rester élevés. Voilà. Donc pour moi, immobilier, 2024, voire 2025 pour le coup, pas avant. C'est important d'être patient. Mais par contre, au niveau du marché obligataire, je trouve qu'il y a de très très belles opportunités pour le coup. On a un petit peu rebondi, mais je pense qu'on est quand même sur des bons niveaux, même si voilà, c'était préférable pour le coup d'acheter ça il y a plusieurs mois. C'est encore une fois de plus des choses que je partage dans mon groupe privé en toute transparence. Donc j'espère que tout est clair par rapport à ça. Je vous souhaite une bonne journée et on se dit à très très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye.